Bienvenue au Far West. Vous êtes dans une gare. Le train est devant vous, prêt à partir, et les wagons se remplissent de voyageurs qui ont les poches pleines de dollars et de diamants. Vous montez dans le train. Il démarre et vous souriez, car personne dans ce train ne peut s'échapper. Et avant la fin de la journée, vous serez riche, très riche. Le train a démarré. Il commence à prendre de l'allure. Vous sortez votre arme et vous hurlez dans le wagon. Vous avez trop de dollars et de bijoux sur vous. C'est très dangereux. Vous risquez de vous faire attaquer. Videz vos poches et donnez-moi tout ça. Et ensuite vous serez en sécurité. Immédiatement, vous entendez des coups de feu dans un autre wagon. Vous recevez un énorme coup de poing. Et après être tombé au sol, le type qui vous a frappé vous dit « On a eu la même idée, sale coyote. Alors maintenant, que le meilleur gagne. » De l'autre côté du wagon, le shérif qui était caché dans la locomotive vient vers vous, l'arme au poing. Il faut vous rendre à l'évidence. Ce braquage de train ne va pas être aussi facile que prévu, car vous n'êtes pas le seul braqueur, et le shérif est bien décidé à coffrer tout le monde. Dans Colt Express, votre objectif est très simple. Vous devez vous mettre un maximum de dollars dans les poches. À la fin de la partie, le joueur qui en aura le plus sera le vainqueur. Pour installer le jeu, on pose sur la table la locomotive dans laquelle on place une mallette qui contient 1000 dollars, ainsi que le Marshall, le bonhomme jaune. Le Marshall est un peu particulier, car il n'appartient à aucun joueur, mais pendant la partie, tout le monde pourra le jouer en utilisant une carte spéciale. Ensuite, on pose derrière la locomotive autant de wagons qu'il y a de joueurs. S'il y a 3 joueurs, on posera 3 wagons au hasard. On installe dans chaque wagon les butins indiqués sur le plancher du wagon, des bourses et des diamants. Chaque joueur choisit une couleur et prend le matériel correspondant. On détermine un premier joueur au hasard, puis les joueurs reçoivent un numéro dans le sens des aiguilles d'une montre, le second joueur étant à la gauche du premier. On place les bonhommes des joueurs dans les wagons, selon leur numéro, les joueurs impairs étant placés dans le dernier wagon et les joueurs pairs dans l'avant-dernier wagon. On place les 13 cartes balles neutres près du train et la mise en place du train est finie. Chaque joueur va ensuite préparer son plateau individuel en commençant par récupérer 250 dollars qu'il pose face cachée sur son plateau. Ensuite, on pose nos cartes personnages, puis on mélange nos pioches de cartes qu'on dispose face cachée sur leurs emplacements. Dernière chose à faire, on range les 6 balles de notre chargeur par ordre croissant, le chargeur avec une seule balle en dessous et le chargeur plein au-dessus. Pour finir, on prend au hasard 4 cartes manches plus une carte d'arrivée. Ces cartes vont décider du nombre de cartes que l'on va jouer lors de chaque manche, ainsi que des événements spéciaux. Tout est prêt, on peut commencer à jouer. Mais avant de vous expliquer comment se passe un tour de jeu, je dois vous expliquer chaque carte en détail, car sinon vous n'allez rien comprendre à ce jeu. La carte déplacement permet de déplacer notre personnage d'un wagon vers l'avant ou vers l'arrière du train. La carte changement d'étage permet de changer de niveau. Si vous êtes dans le wagon, vous montez sur le toit, et si vous êtes sur le toit, vous descendez dans le wagon. La carte Marshall, elle permet de déplacer le Marshall d'un wagon. Et si le Marshall rencontre des brigands, tous les brigands montent sur le toit immédiatement et se prennent chacun une balle neutre, qui va pourrir leur pioche de cartes. Ensuite, la carte tir. Dans le train, elle permet de tirer sur un joueur dans notre ligne de vue et situé à un wagon de distance, mais pas dans notre propre wagon. Et sur le toit, la carte tir permet de tirer sur un joueur, sur le joueur le plus proche, qu'importe la distance, mais pas sur notre propre wagon. S'il y a 3 ou 4 wagons, c'est pas grave, on est sur le toit, la distance ne compte pas. Ensuite, la carte braquage. Elle permet de ramasser un butin sur le plancher où on se trouve, que ce soit sur le toit ou dans un wagon. Ensuite, la carte coup de poing. Elle permet de forcer un joueur à abandonner un butin par terre, sur place, et ça permet aussi de l'expulser dans un wagon adjacent. Maintenant que vous connaissez les cartes, voici comment se passe une manche. Chaque joueur mélange sa pioche de cartes et prend 6 cartes en main. Le premier joueur pioche la première carte manche et révèle aux autres joueurs combien il y aura de tours de jeu lors de cette manche. Ensuite, on passe à la phase 1, c'est le plan.
Chaque joueur, en partant du premier joueur, va avoir le choix entre jouer une carte et la poser face visible sans l'activer, ou alors piocher 3 nouvelles cartes qu'il rajoute à sa main. Une fois que les joueurs ont fait autant de tours de jeu qu'exigé par la carte manche, on passe à la phase suivante. Phase 2, l'action. On va reprendre toutes les cartes jouées et les joueurs vont les activer les unes après les autres dans l'ordre dans lequel les cartes ont été jouées. Et c'est à ce moment-là que le jeu prend tout son intérêt, car chaque joueur aura programmé des actions dans un but précis, mais les actions des autres joueurs risquent fort de perturber tout ce qui a été prévu. Comme un exemple clair vaut mieux qu'un long discours, je vous propose de regarder en conditions réelles ce que ça donnerait dans une vraie partie. Allez, c'est parti pour un petit tour de jeu pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors là, admettons, on commence un tour de jeu, on a pioché cette carte. Donc là, ça veut dire que chaque joueur va jouer 4 fois. Tout le monde va jouer une première carte, puis tout le monde va jouer une deuxième, puis tout le monde va jouer une troisième carte, puis tout le monde va en jouer une quatrième. Ensuite, la dernière action du tour, ça va être le freinage. C'est-à-dire que tous les joueurs présents sur le toit vont avancer d'un wagon vers l'avant. Voilà, parce que pour chaque carte tour de jeu, il y a un petit événement spécial. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour chaque joueur, j'ai placé les balles disponibles devant, la pioche ici, et les 6 cartes qui ont été piochées un petit peu en dessous. Voilà, pareil pour la verte, pareil pour Django et pareil pour Doc. Alors Doc, lui, il est un petit peu spécial, parce que lui, il pioche 7 cartes, c'est son pouvoir spécial. Voilà, lui, il a droit à 7 cartes au lieu de 6. Le pouvoir de l'indienne, c'est que quand elle frappe quelqu'un, elle lui pique un butin. Et le pouvoir spécial de Django, lui, c'est que quand il tire sur quelqu'un, il l'envoie dans le wagon d'à côté. Donc c'est assez puissant. Enfin, chaque personnage a son petit pouvoir qui peut être puissant s'il est bien utilisé. Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc le premier à jouer, c'est Doc. Donc Doc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il regarde ses cartes. Et ce qu'il va faire, éventuellement, c'est de mettre un coup de poing. Comme ça, il va envoyer Django dans le wagon d'à côté. Ensuite, c'est à l'indienne de jouer. Donc l'indienne, elle, ce qu'elle va faire, c'est... bah oui, parce qu'elle va se retrouver avec Django dans le même wagon. Et ben vous savez quoi, elle va remettre un coup de poing à Django. Comme ça, Django, il va se retrouver ici. Il va se faire expulser des 2 wagons. Donc ça va pas lui plaire, mais tant pis. Ensuite, c'est à Django de jouer. Donc Django, lui, ce qu'il va faire, c'est tant qu'il est là-bas, il va ramasser un diamant. Après tout, pourquoi pas, il va en profiter d'être là pour ramasser un diamant. Ensuite, tout le monde a joué une carte, donc on va passer au deuxième tour, tout le monde joue une deuxième carte. Donc Doc, lui, il se dit... si je laisse faire Django, il va se faire plein d'argent, il va ramasser plein de choses, plein de butins, donc je vais lui envoyer le shérif. Donc le shérif, il va venir ici, comme ça Django va monter sur le toit. Ensuite, l'indienne se dit, ben moi ici, je suis pas trop mal, donc je vais ramasser un butin. Et Django, lui, ben, il s'est retrouvé sur le toit. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer. Ah non, il va faire un autre truc sympa de Django, c'est qu'il va jouer le shérif pour l'envoyer sur l'indienne. Et Django joue le shérif. Ensuite, on refait encore un tour de jeu, parce qu'il y a encore 2 cartes à jouer. Donc là, c'est au Doc de jouer. Doc, lui, il va ramasser un butin, parce qu'il lui reste encore quelque chose à ramasser, des choses à ramasser. Donc, hop. Il ramasse un butin. L'indienne, elle... alors, je me rappelle plus, elle est sur le toit, elle. Oui, je crois qu'elle va être sur le toit. Donc, elle va se déplacer pour essayer d'aller vers le premier wagon. Et ensuite, Django, lui qui était en haut, il va essayer de descendre pour essayer de voir s'il peut faire quelque chose de sympa pour ramasser des butins. Maintenant, on joue la dernière carte. Doc, lui, il va continuer à ramasser des butins, hein, tout simplement, parce qu'il est là, et puis il a encore de quoi ramasser. L'indienne se dit, Doc, on va pas le laisser tranquille, donc on va lui mettre une balle. Donc on va envoyer le shérif, le marshal sur le Doc. Et lui, il va encore se déplacer pour essayer d'aller vers la locomotive. Voilà. Donc là,
qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va maintenant activer les cartes les unes après les autres. Et je vais sortir les balles neutres quand même, parce que avec le shérif, on va en avoir besoin. Hop. On prend toutes les cartes qui ont été jouées, maintenant que le tour de jeu s'approche de la fin, et on va appliquer toutes les cartes les unes après les autres. Donc là, d'abord, on joue la carte coup de poing de Doc. Donc, Doc le bleu met un coup de poing à Django, qui se retrouve ici. Et Django, après avoir pris un coup de poing, il perd un butin. Donc Django avait un butin là, et le butin il tombe ici. Donc on se retrouve avec un diamant et 2 bourses maintenant. Ensuite, l'indienne, elle aussi, elle met un coup de poing à Django. Après tout, pourquoi pas, elle va l'envoyer par là. Donc Django, il se reprend un coup de poing, il va ici. S'il avait eu un autre butin, il l'aurait perdu. Il serait tombé. Ensuite, l'autre carte qui a été jouée, c'est Django qui ramasse un butin. Donc Django, ben, il ramasse le diamant qui se récupère. Alors, un diamant quand même c'est 500 $, hein, donc c'est pas mal. 500 ? Ouais, 500, c'est ça. Et on continue. On va révéler toutes les cartes et on les joue. Donc là c'est Doc qui joue le Marshall. Et Doc, pardon, pourquoi je dis Joel, n'importe quoi. Doc fait déplacer le Marshall d'un wagon vers Django. Et comme à chaque fois que le Marshall rencontre des bandits, les bandits se prennent une balle et ils montent sur le toit. Donc là, Django se prend une balle neutre qu'on va rajouter à sa pioche. Donc une balle neutre, c'est une carte inutile qui va vous pourrir votre pioche de cartes. Comme ça, au prochain tour, quand vous allez piocher 6 cartes au début de votre tour, ben, si vous vous retrouvez avec des balles, ben, dommage pour vous, mais vous allez peut-être avoir des cartes inutiles. Donc il faudra peut-être piocher 3 cartes au bout d'un moment plutôt que de jouer. Ensuite, qu'est-ce qui a été joué? L'indienne qui va ramasser un butin. Donc elle va ramasser un diamant, puisqu'il est disponible. Il reste encore 4 butins ici, 4 bourses. Ensuite, Django déplace le shérif, le Marshall, il l'envoie bien entendu sur l'indienne. Et cette fois, c'est l'indienne qui se prend une balle, qu'on rajoute dans sa pioche. Et l'indienne, elle monte sur le toit. Ensuite, on continue. Doc, lui, continue à ramasser du butin. Il commence à ramasser du butin. Il se prend un diamant qui se rajoute dans son sac à butin. Ensuite, c'est à l'indienne de jouer. Donc l'indienne, elle sait qu'il y a la mallette qui vaut 1000 $ dans la locomotive. Donc elle se dirige vers la locomotive. Ensuite, Django, lui, il a envie d'aller ramasser du butin, donc il descend. Ensuite, Doc ramasse encore un butin. Ensuite, le Marshall est déplacé par l'indienne vers Doc, qui se prend une balle et qui monte sur le toit. Donc Doc se prend une balle neutre qu'on va mettre sur sa pioche, dans sa pioche. Et la dernière carte à jouer, c'est la carte de Django qui fait ce qu'il avait prévu et qui se déplace. Il se déplace vers la locomotive pour essayer au prochain coup de récupérer la mallette avec 1000 $. Voilà. Donc, on arrive à la fin du tour de jeu, toutes les cartes ont été jouées. Les plans ont été effectués, les actions ont été faites, et maintenant on va faire le freinage. Le freinage, tous les joueurs qui sont sur le toit, voyez, tous les joueurs qui sont sur le toit montent, avancent d'un cran. J'avance un petit peu le train pour qu'on voit mieux peut-être. Voyez, tous les joueurs qui sont sur le toit avancent d'un wagon. Voilà. Donc, vous savez tout. Maintenant, si on commence un nouveau tour de jeu, eh bien, tous les joueurs reprennent toutes leurs cartes. Par exemple, Doc, il reprend toutes ses cartes. Donc, les cartes normales, plus les, plus les balles. Donc, les cartes normales qui étaient là, hein, vous voyez, donc, on rend toutes les cartes à tous les joueurs. Donc, Django, lui, se récupère ses cartes. L'indienne, pareil. Doc, pareil. Et puis, on reprend toutes nos cartes. On les remélange entièrement. Vous voyez ?
Et ensuite on pourra commencer un nouveau tour de jeu. Voilà, donc... Mais le problème c'est que maintenant qu'on commence un nouveau tour de jeu, on aura non seulement nos cartes normales, mais en plus les balles qu'on s'est prises. Et les balles qu'on s'est prises, maintenant ça va nous pourrir notre deck. Donc on va se remélanger nos cartes. On va reprendre 6 cartes, 7 cartes pour le dock. Et si jamais on se retrouve avec des cartes inutiles, eh ben, on ne pourra rien en faire parce que par définition elles sont inutiles. D'où l'intérêt parfois au moment de jouer de piocher 3 cartes plutôt que de faire une action. Comme ça au moins on a raté une action, mais au moins on a des cartes utiles. Bon bah écoutez, vous savez tout. Je vous ai à peu près tout montré, hein, je crois que j'ai rien oublié. La seule chose que je peux vous dire que je ne vous ai pas dit, c'est quels sont les pouvoirs de tous les personnages. Moi, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez... où sont-ils? Ils sont là. Vous avez 6 personnages dans le jeu. Vous avez Ghost. C'est un personnage une fois par tour, donc c'est les cartes blanches. Une fois par tour, il a le droit de poser une carte face cachée, donc on ne sait pas ce qu'il a joué. L'Indienne, Cheyenne, à chaque fois qu'elle met un coup de poing à quelqu'un, elle lui pique un butin. Django, lui, quand il tire sur quelqu'un, il l'envoie dans le wagon d'à côté. Belle, son pouvoir, ben, c'est qu'elle est belle, donc si on est plusieurs dans le même wagon, et s'il y a Belle, on ne la frappe jamais en premier, ou on ne lui tire jamais dessus en premier, on tire toujours sur quelqu'un d'autre. Tuco, alors lui son pouvoir c'est qu'il a la possibilité de tirer à travers le toit, sur quelqu'un qui est sur le toit, ou alors une fois quand il est sur le toit sur quelqu'un qui est dans le wagon, c'est le seul à pouvoir faire ça. Et donc il a le droit à une carte supplémentaire. Voilà, 7 cartes dans la main au lieu de 6. Et bien voilà, vous savez tout. Donc si jamais vous jouez à Colt Express un de ces jours, vous allez voir c'est un très bon jeu, vous allez bien vous amuser, donc n'hésitez surtout pas. On peut aller jusqu'à 6 joueurs, donc jusqu'à 6 wagons. Hein. Vous ne l'avez pas vu, mais il y a des wagons supplémentaires. Voilà, on peut rajouter. Et il y a de quoi faire de bonnes petites parties avec plein d'imprévisibilité et on rigole bien. Donc n'hésitez pas, ce jeu est très bon, très sympathique. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'importe quoi de bon, quel que soit le moment de la journée où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.